Un succès, un échec tout... Oui, en tout cas, c'est intéressant. Ça joue sur les lignes de l'appréciation personnelle, vaste débat philo, sur le jugement esthétique. Ça y est, on attaque la philo tout de suite. Je reconnais bien la Cespedes. Parce que vous savez, alors non seulement vous êtes un bon philosophe, mais vous êtes un bon vendeur. Bah si, c'est vrai. Vous faites vos teasings et tout, j'ai vu ça. On va regarder d'ailleurs. Ça va mieux expliquer que moi ce qu'est la philo et la méthode Voyout. Le plan de la méthode Voyout est très précis. 3 parties, 3 sous-parties. Ne me dites pas pourquoi pas 2. 3 parties, 3 sous-parties. Et évidemment, une conclusion. Il y en a qui, alors, je fais un gros clin d'œil. Il y en a qui disent, votre méthode, elle m'a tellement fait écrire, j'ai tellement tout défoncé que j'ai oublié la conclusion. Les amis, je vous jure, et il est super sympa, et on l'aime, on l'applaudit. Envoyez des cœurs, envoyez du love là. Envoyez du putain de love, on est une team, on est tous ensemble. C'est pas vous, derrière votre épreuve, c'est tous ensemble. Tous les voyous sont ensemble, on passe le bac ensemble. J'en ai connu des philosophes, mais alors déconnez-vous, jamais. C'est vraiment pour aider les élèves. Je sais qu'au fond, ça va plus loin que ça, hein, votre livre. Oui. Oui, ça va plus loin que ça, j'en parle dans l'introduction. Il s'agit de remettre en cause l'idée même de noter des copies de philo. Quelque chose qui froisse la philo elle-même. On note pas la philosophie, surtout si on veut la pensée personnelle des jeunes. Mais c'est vrai que c'est... En gros, vous fournissez une méthode dite Voyout pour vous moquer, si j'ai bien compris, pour vous moquer du fait que si on veut avoir une bonne note au bac, il suffit pas, c'est pas la peine de réfléchir, il suffit d'appliquer effectivement un plan et les profs attendent que vous passiez, je sais pas, fassiez la citation qu'il faut, le plan qu'il faut, et puis vous pouvez très facilement avoir 15 ou 16. Alors nous, on vise le 20, c'est pas des blagues. Le 20, on a eu plus de 120 20 sur 20 cette année par des élèves qui avaient des 7 et des 8 toute l'année. Parce que je m'adresse, là c'est sur TikTok, donc je m'adresse à un public assez populaire, de jeunes qui ont vraiment peur, qui tremblent. J'ai été prof pendant 5 ans, j'ai commencé en 97, ça remonte, et j'ai vu, parce que j'ai voulu des zones sensibles, ZEB, tout ça, j'ai vu des jeunes qui n'étaient pas faits pour ce genre d'études paniquer à l'idée du bac. Et j'ai commencé à cogiter, donc il y a 28 ans, à cogiter une méthode en leur disant, et si on transformait tout ça en jeu vidéo, je vous donne les cheat codes, les codes de triche, et vous donnez au correcteur ce qu'il attend. Parce qu'il y a une petite hypocrisie dans la philo, évidemment on aime bien faire réfléchir les jeunes, leur dire c'est le jugement personnel. C'est écrit, vous dites, l'évaluation récompense la forme, le format, la formule, pas la créativité, pas la surprise, pas le surgissement. Et c'est même dangereux, c'est là où c'est grave, c'est que si vous osez parler d'un rap pour faire, pour parler de ce que vous aimez, penser par vous-même et dire là je suis pas d'accord, je prends position, vous êtes sanctionné. Et tous les profs le savent, je m'adresse aux collègues, ils le savent bien que cette épreuve c'est compliqué, et le bac va surajouter un stress national, parce que je sais pas pourquoi, mais la France adore qu'on enseigne la philo aux jeunes, et c'est un peu un cocorico national, ça ouvre le baccalauréat, le stress n'en est que plus grand pour les jeunes. Qui a passé le bac philo ici, attention? Ah bah oui. Alors oui, Victor Gestin, allez-y. Moi, c'était il y a 2 mois. Moi, je me souviens de le passer, c'était la première épreuve du bac, je crois, je me souviens de ma première insomnie aussi, de stress. Et, il y a même les conseils pour passer une bonne nuit, hein, d'ailleurs, dans le livre. Ah ouais, bah ça, j'ai toujours pas appris. Mais moi, je me souviens qu'en philo, je voulais tellement citer des films. C'était ça, presque, mon but, c'était de citer des films que j'avais vus comme exemple et de tordre presque mes arguments pour faire entrer les films que j'avais vus. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, il y a un chapitre dans le livre, vous voyez que je l'ai lu. Ah ouais, je suis impressionné. Hein, oui, parce qu'il y a un chapitre où vous dites, voilà, ces films-là, vous pouvez... Alors, par exemple, il y a des films cultes qu'on peut placer, mais les blockbusters, il ne faut surtout pas en parler. Il ne faut pas en parler. Tout ce qui vous donne l'impression au correcteur, encore une fois, qu'il ne vous connaît pas. Parce que vous avez peut-être un super prof pendant l'année, mais ce n'est pas lui qui vous corrigera. C'est quelqu'un qui ne vous connaît pas. Si vous commencez à référencer avec des blockbusters, ça donne l'impression que votre seule connaissance, ce n'est pas du tout ce que vous avez vu pendant toute votre scolarité, car la philo peut recycler toutes les connaissances de toute la scolarité. L'Avare de Molière vu en 5e, vous pouvez en parler dans votre copie. Mais si vous sortez les gros films qui viennent de sortir, eh ben évidemment, ça donne pas une impression Fast and Furious, pas Star Wars, pas Avatar. Ouais. En revanche, c'est toujours bien de placer les temps modernes de Chaplin, vous dites les 12 hommes en colère. Ouais, alors, je dis de façon provocante, ça va vous choquer, mais ça les choque pas, les jeunes, ne citez que du cadavre. Voilà, bon, c'est une façon... Tout le monde doit être mort, l'équipe doit être morte, voilà. Ça doit remonter à loin, ça doit être validé comme étant un film intéressant et nourrissant. Et du coup, le correcteur le connaît, parce que le risque aussi, c'est de citer un film que le correcteur ignore totalement. Vous aviez eu une bonne note, Victor Gestin? J'avais eu 16. C'était ma matière préférée. Trop bien. Ah ouais. En Suisse, il y a philo. Oui, il y a philo, mais c'est un peu différent. Peut-être on met moins d'importance là-dessus. Après, j'ai retrouvé ma copie l'autre jour. C'est sur 6, j'ai eu 3. La moyenne. Pourquoi c'est sur 6 en Suisse? Je sais pas. Ça, c'est curieux. Alors. Monsieur, je sens que vous voulez pas vous mouiller, monsieur. Non, mais je tourne là, le dos depuis tout à l'heure. Non, je veux pas me la péter. Oui. J'ai eu 7. Ah. Sur 20.
Vous veniez du sujet? Pas du tout, j'ai fait un blackout. Le bac n'a pas été une expérience extraordinaire. Ah bah, le bac, on en parlera tout à l'heure avec Fabrice Caro. C'est surtout le moment où on va, et ça c'est à la fin du livre, au moment où on va voir les résultats, mais il nous raconte toute l'année qui précède. Mais vous, ce n'est pas un bac français. Non, Hein. moi, c'était un bac C, bac C, ça ne va pas parler au bac S, c'est l'équivalent bac scientifique. Scientifique. Et philo, j'avais eu 14, quelque chose comme ça. 14, même comme moi, j'ai eu 14 aussi. Ouais. Team 14. Et pourtant, toute l'année, j'avais eu de très très mauvaises notes. Il faut dire que je détestais mon prof de philosophie. Vous, Camille Berthollet? Moi, j'ai pas passé le bac philo parce que j'ai pas passé le bac. Je suis entrée en licence à 14 ans, puis du coup, j'ai un peu fait les choses à l'envers. Mais j'ai eu de la philo en master quand je suis arrivée en Belgique, mais j'en avais jamais fait à l'école du coup. Je suis arrivée avec de la philo en flamand le lundi matin. J'ai fait OK. Ouais. Un mot sur les femmes philosophes, Oui. trop rarement citées. Vous en parlez dans ce livre. Qui est bon de citer dans une copie, alors, comme femme philosophe, puisque c'est vrai que maintenant... Ah bah, les deux Simone, ça c'est évident que Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone Veil, attention, pas la politicienne, la philosophe. Et puis on a Hannah Arendt qui, pour moi, n'est pas vraiment une philosophe, c'est un autre débat, mais elle-même ne se disait pas philosophe, mais qui est quand même canonisée. En fait, ce qui est amusant avec les noms, c'est qu'une fois que vous êtes canonisé, eh ben en fait, rien ne peut vous déboulonner. Par exemple, il y a un mec qui était nazi dès 1933, qui a fait toute sa carrière en n'ayant rien dit. Il est mort en 1976 sur son épisode nazi où il était quand même recteur d'université. Sa pensée, aujourd'hui, on le sait, elle est très profondément antisémite, très gravement. Et il est au programme, il s'appelle Heidegger. Et des philosophes le citent, alors qu'on est au courant de son antisémitisme très profond. Et on le cite parce qu'il est mythifié, il est canonisé. Donc dans la méthode voyoute, on est voyou parce que justement, on déboulonne. Nietzsche n'est pas un grand progressiste et un grand émancipateur, même s'il dit des belles phrases. Il faut revenir un peu au statut réel des philosophes et sortir de l'admiration ou alors jouer avec pour avoir une bonne note. Parce que le professeur peut aussi admirer des noms et donc on peut aussi profiter des grands noms pour éblouir le professeur qui corrige. À part les deux Simone, alors, chez les philosophes femmes? Ah ben il y en a quasiment pas. Alors maintenant, aujourd'hui, heureusement, les femmes reprennent un peu leur territoire. Donc on peut citer du Louise Michel, du Olympe de Gouges qui a fait la déclaration de la femme et des citoyens. Même Germaine de Staël. Alors pas même, elle est extraordinaire. Germaine de Staël, je suis totalement Pourquoi ça vous fait fan. rire? Mais non, mais je trouve ça génial ce bouquin, mais je regrette de pas Oui. que vous l'ayez pas écrit 30 ans plus Oui, tôt. c'est ce qu'on Ouais. dit, voilà, avec la méthode, on me dit, mais zut, parce que j'ai tous les âges qui me suivent, et voilà, on me dit, oh, j'aurais dû... Alors, elle est extraordinaire. Nietzsche lui a tout pompé. Elle parle du suicide, c'est la Elle première. a fait un salon littéraire, c'est ça? Elle avait, puis Napoléon lui a fait la guerre. Napoléon disait, j'ai 4 ennemis, la Russie, la Prusse, l'Angleterre et Germaine de Staël. Donc elle était vraiment... Et donc Napoléon l'a traquée, du coup elle est allée en Allemagne, et du coup elle a découvert les philosophes allemands. Et si aujourd'hui on est encore ébloui par les philosophes allemands, c'est elle qui amène... Il y a un mec qui s'appelle Kant, il est intéressant, allez voir. Et donc, et en plus elle a un style éblouissant, vous la lisez encore aujourd'hui. À un moment elle est à deux doigts de se flinguer, elle dit je peux pas me tuer pour ma fille, mais je vais philosopher sur le suicide. Et c'est la première fois qu'on aborde l'idée que même si la vie est douloureuse, il faut tenir le coup malgré tout, l'idée que Nietzsche va reprendre avec la mort fati, l'idée que le destin, même s'il est cruel, bah, ça s'appelle vivre. Parlons des philosophes contemporains. Vous citez des... je sais pas si... On peut citer Michel Onfray, par exemple, dans une copie. Alors, on peut le citer si on parle de médiatisation. Peut-être que le sujet, c'est la pensée a-t-elle besoin d'être médiatisée pour... voilà, on peut avoir un sujet comme ça. Donc, en exemple, oui. Et votre concurrent? Non, c'est pas un concurrent. Non, non, pas du tout. Je ne réfléchis pas en termes de concurrent. J'aime tous les philosophes. Après, je juge leur pensée. Michel, on peut citer. Oui, oui. Alors, pareil, un exemple. Que des cadavres. Il n'est pas mort et je ne lui souhaite pas. Donc son œuvre n'est pas terminée. Ah. Il vient de faire une grande déclaration. Faut forcément citer des philosophes morts. Et oui, pourquoi? Parce que l'œuvre est terminée. Il n'y a plus, comme disent les jeunes, de dingueries qui peuvent être prononcées au dernier moment. On a une vision de l'œuvre globale. Donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est toujours pareil. Est-ce que je l'ai vu juste sur un réseau social? Il a fait une déclaration, du coup, je le mets dans ma copie de bac. C'est l'impression que ça va donner. Ou est-ce que vraiment j'ai été voir, été me renseigner? Gabriel Séaille, moi je ne connaissais pas. Personne ne le connaît. Ah. Ah, il est... Il a fait dire que je le connaissais. Ah ouais, personne ne le Il a connaît. failli me faire piéger, dites-moi. C'est un philosophe. Je montre l'injustice de certaines canonisations qui n'ont pas lieu. Lui, il aurait dû mériter d'être connu. Son œuvre est accessible. Hein, c'est sur Gallica, un site gratuit. Il a évidemment, c'est le seul philosophe qui prend la défense de Dreyfus pendant l'affaire, alors que les autres donnent des grands cours de morale. Voilà, mais en fait, ils n'ont jamais pris position clairement. Donc lui, il prend position clairement. Il montre que l'Allemagne, on risque une deuxième guerre à nouveau. Il crée l'université populaire en 1900, c'est lui qui invente et qui est l'instigateur des universités populaires pour éduquer le peuple. C'est un type extraordinaire, avec une philosophie géniale. Il dit, c'est bien joli les belles intentions, mais encore faut-il le courage. Et il fait du courage une dimension centrale de la morale. La morale doit être courageuse, et je trouve ça excellent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous donnez des trucs, des noms qu'on peut citer. Alors, il faut les connaître par cœur. Choisir et maîtriser 12 noms, alors dans tous les domaines. Par exemple, pour le théâtre, il y a quand même des gens de théâtre qu'on peut citer. Ça va vous intéresser. Oui. Vous citeriez qui, vous, par exemple, pour le théâtre? Molière. Molière, Shakespeare. on peut citer Molière. Bien sûr, Oui. bien sûr. Et en fait,
tout ce qu'on a vu. En fait, il faut faire une liste de tout ce qu'on a vu, même si on s'en souvient pas. Aujourd'hui, il y a un truc, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Ça nous aide à nous rafraîchir la mémoire. C'est quoi déjà Tartuffe de Molière, raconte-moi. Et du coup, comme on l'a vu, ça permet d'avoir un stock de connaissances. Et évidemment, en philo, on peut citer pas que des philosophes. On cite aussi, bah oui, des comédiens, l'histoire. On peut recycler l'histoire, des grands personnages historiques. Ça peut être excellent dans une dissertation. Une œuvre musicale aussi. Bien sûr. Ça parce qu'on a Camille Berthollet sur le plateau. Alors, vous conseillez plutôt Beethoven? Ah, Beethoven, c'est excellent. Enfin, tout est bon tant qu'on a une petite pépite. Alors, je vais vous dire, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que c'est une épreuve qui favorise les fils de bourgeois. Et que quand vous êtes un fils de prolo, excusez-moi de parler comme ça... Roger et Raymond. Voilà, vous avez intérêt à passer un tout petit peu pour un fils de bourgeois aux yeux de votre correcteur. Et c'est vrai que citer la mère de Debussy ou des œuvres connues comme ça permet de montrer que vous avez accès à cette culture. Et ça nécessite parfois du bluff, et ça met en confiance. Mais nous, ça nous choque un peu ce que je dis, mais en fait, eux, ils se marrent. Les jeunes qui veulent avoir 20 sur 20, qui créent une team, c'est pas des blagues. On est sur Discord et on se coordonne. Et l'échec, c'est d'avoir 19 sur 20. On échoue quand on a 19. Ah oui, on est fou furieux. Et donc, c'est assez amusant. En revanche, vous dites zéro actualité. Ah oui, bah toujours le même réflexe. Il y a une guerre. On ne doit pas, dans une copie de philo, faire une référence à une information, une actualité récente. On la maîtrise pas, on ne sait pas où ça va. Ça donne l'impression que j'ai vu le truc la veille, donc du coup, j'ai rien. C'est presque désinvolte. Une copie de philo, c'est universel. Ça doit rester dans les 5 ans qui viennent. Là, je parle du dernier truc que j'ai vu à la télé, ça marche pas. Par contre, parler des guerres, parler de l'histoire, oui, mais ça doit être, encore une fois, passé, et je dois avoir une vision globale de la chose. Ça, c'est pour la méthode Voyout, votre dernier ouvrage. Mais quelques mots sur vous, Vincent Cespedes, parce qu'après tout, tous les téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément. S'en fout, tout le monde n'a pas vu Les Traîtres sur M6. C'était une bonne ou une mauvaise expérience? C'était philosophiquement excellent, humainement sympathique et fatigant. Pourquoi? Parce que on dort pas, parce que je crois que vous avez la réponse vous-même. On ne dort pas, on se prend au jeu de façon presque reptilienne, c'est-à-dire qu'à un moment, même si c'est un jeu, on se répète tous c'est qu'un jeu. Mais quelque chose en nous joue la survie dans le groupe. Et donc, il y a un truc animal, on devient un peu des animaux, tout à fait courtois. Ça vous a donné un livre, La Société de la Trahison? Ça m'a donné un livre parce que ça m'a fait réfléchir sur ce thème. Et c'est une expérience très, je pense, pour moi, en tout cas, plus intéressante à vivre qu'à regarder pour moi. Je parle vraiment pour moi. C'est assez amusant, comme quoi, en fait, la leçon que je retire, c'est que tout le monde se croit plus intelligent que tout le monde. Et donc, on a beau conseiller quelqu'un en disant, là, vraiment, il faut suivre mon plan, chacun suit son plan. Et ceux qui ont les infos sont ceux qui gagnent, même s'ils sont que 3. Ceux qui n'ont pas les infos, ils ont beau être nombreux, ils se font éliminer. Vous vous intéressez quand même beaucoup à la télévision, parce que vous aviez fait déjà il y a presque 20 ans de ça, plus même, parce qu'on ne voit pas les années passées, mais le Loft, ça a été évidemment une révolution dans le PAF, et vous aviez fait I Loft You sur la télé-réalité. Oui, parce que je voyais ce narcissisme monter, je me disais, on était en 2001, il n'y avait même pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait même pas YouTube, il n'y avait rien. Et on voyait bien qu'on allait vers ça, c'est-à-dire une exhibition de l'intime pour gagner des points de célébrité. Et aujourd'hui, c'est l'explosion. Faire 2 choses plus surprenantes sur vous, et on terminera par ça. Moi, j'ignorais que vous étiez, alors cascadeur, je ne sais pas si on peut dire cascadeur, mais en tout cas sur le film, je crois sur le Pacte des loups, vous étiez spécialiste en arts martiaux. J'étais cascadeur, spécialiste d'arts martiaux. J'ai fait 2 mois de cascade, formé par les plus grands, Philippe Koch. Pourquoi ça vous fait rire, Victor Gestin? J'ai vu le Pacte des loups, je me rappelle que ça cascade beaucoup. Voilà, ça cascade beaucoup. Je suis un qui parle et qui se fait éclater par Marc Dacascos. Alors, ce qui est beau, alors moi, je viens du Kung Fu, en fait, je viens des arts martiaux chinois, où j'étais à un certain niveau, et Christophe Gans voulait des vrais mecs des arts martiaux, et pas simplement des cascadeurs professionnels. Donc, on a eu un mélange hybride entre des cascadeurs qui vraiment sont admirables, et quand ils arrivent sur le tournage, je vous dis, les acteurs n'emmènent pas large, parce qu'il y aura de l'action, il y aura du danger. Et puis nous, on était entre les deux, et ce qu'on retient de formidable, c'est l'aventure humaine, à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'il y a du risque, dès qu'il y a de l'émotion, il y a une aventure humaine extraordinaire, et je crois que dans une ère où l'intelligence artificielle va prendre un peu le pouvoir partout, c'est ce qui nous restera, l'émotion partagée quand on vit des belles choses ensemble. Dernier point, dernier mot ensemble, et là ça va intéresser et Stéphane et Camille Berthollet, c'est le compositeur. Moi aussi, c'est quelque chose que je suis allé voir sur... alors je ne vais pas citer forcément, on va dire l'abonnement que j'ai, mais vous êtes très référencé en tant que compositeur sur plein de titres. Alors, ça me touche beaucoup, la première fois qu'on en parle vraiment. J'ai une carrière en Russie. Comment ça? Le hasard de la vie a fait que... Sheila a dit même chose pour les États-Unis. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au Festival de Cannes en 2014 comme ça. Je vous raconte même pas le truc, c'est complètement dingue. Et je rencontre une productrice qui m'invite. Je joue au piano avec la vodka qui aide. Et elle adore la mélodie que je joue. Je dis que c'est moi qui l'ai composée. Et ça y est, c'est parti. Et donc pendant 10 ans, j'ai fait 20 voyages en Russie à composer pour le cinéma, parce que c'est l'orchestre, le cinéma et les séries télé. Et là, évidemment, les choses sont un peu plus compliquées. Et j'ai décidé cette année, donc vous ouvrez le bal,
de rassembler ces deux casquettes. En France, philosophe, une casquette, avoir une deuxième casquette, c'est compliqué. J'essaye pour les jeunes, pour montrer qu'on peut avoir deux passions, qu'elles sont compatibles, que ça se croise au niveau de l'émotion humaine. La philo permet de comprendre les émotions, la musique permet de les faire, les fabriquer, vous en savez quelque chose. Et donc cette année, j'essaie d'avoir ces... Piano et violoncelle, ça Oui. va intéresser. Oui, on en parlait avant. Ouais. Vous en avez parlé avant l'émission. Alors si les invités se parlent avant l'émission, sans me tenir au courant, ça n'est plus possible. C'est irrésistible, elle compose, elle baigne dans la musique et moi aussi quelque part. Et donc j'espère bien faire une méthode voyoute de la musique parce que je me rends compte que les jeunes ne sont pas formés musicalement. Voilà. En tout cas, ce soir, vous étiez là pour la méthode voyoute pour la philosophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'émission dure jusqu'à 21h. Ne bougez pas, hein, mais je vais évidemment vous demander de laisser votre place à Ziz du Panier qui va faire une entrée magistrale. On est ensemble jusqu'à 21h.